La notion de dépression est apparue tardivement en clinique. La littérature a décrit de longue date avec subtilité des personnages aux tendances pessimistes ou dépressives. Certains sont envahis par des événements répétitifs, des conflits qui, sans être majeurs, finissent par entraîner une ambiance de grisaille, de morosité, de découragement. Elle est influencée par un contexte socio-économique défavorable et son écho répété par l'actualité. La dépression est boursière ou barométrique, source d'effondrement, de nuages et d'intempéries. Confusion de genre, polysémie des termes, mais pertinence clinique des auteurs. Sensibilité émotive et variation de l'humeur rythment la vie du personnage principal qui retrouve lors d'une rencontre inattendue une convivialité retenue qui témoigne d'une dynamique adaptative toujours présente. Cependant, les moments furtifs de bien-être qui succèdent à un pessimisme latent à l'égard de sa propre vie, de son univers relationnel, évoquent un équilibre fragile. L'éloignement d'un être cher fortement investi le précipite dans la dépression. L'auteur lui-même rapporte parfois ses douloureuses expériences dépressives dans un témoignage bouleversant, d'une grande précision clinique. Qu'il s'agisse d'une biographie affichée ou non révélée, le personnage lentement ou brutalement s'abîme dans un effondrement extrême de l'humeur dominé par le dégoût, l'absence de plaisir, la perte des investissements affectifs et cognitifs qui donnaient sens à sa vie. La honte initiale de son incapacité est supplantée par la haine de soi. Le passage que je viens de vous lire, c'est la préface du bouquin dont on va parler aujourd'hui, et je trouve ça vraiment marrant la façon dont c'est très joliment écrit, surtout de la part d'un scientifique qui rédige dans un ouvrage qui s'adresse à la base à un public très très académique. Donc, avant qu'on rentre dans le dur avec des statistiques, des théories et du jargon scientifique, je voulais qu'on partage ensemble ce doux moment de poésie. Mais bon, trêve de bavardage, c'est parti. Donc, dans la mesure où ça reste un ouvrage qui, au vu de sa complexité, ne s'adresse pas vraiment au grand public, je vais redoubler d'efforts pour vulgariser toute la sève de connaissances que cette équipe a réussi à nous pondre. On va faire ça point par point, ça va être dynamique, et vous, comme d'hab, pour les 20 prochaines minutes, je vais vous demander de solliciter tous les lobes de votre cerveau. Dans son intro, le professeur Peretti commence en disant: Comprendre et traiter la dépression aujourd'hui participe d'une démarche transversale qui collige de données cliniques, épidémiologiques, neurobiologiques, génétiques, cognitives, thérapeutiques et pharmacologiques. Et ça, c'est cool parce que ça rejoint ce que je disais dans la première vidéo. La dépression, c'est vraiment une maladie dont la complexité fait qu'elle est un carrefour où vont se croiser des gens vraiment brillants de plein de spécialités différentes qui ont pour défi de réussir à mettre en commun leur travail et leur savoir-faire pour aboutir à des avancées. Il enchaîne sur le thème de la prise en charge de la maladie en disant: Cette prise en charge doit s'envisager sous différents angles qui vont de l'individuel dans l'intimité de la relation du patient et de son psychothérapeute au collectif représentant un des grands défis que la médecine moderne doit relever. Et c'est hyper important parce qu'il dit là que la dépression, c'est pas cette maladie un peu honteuse qu'on soigne en cachette dans les salons des psychologues parisiens. Non. Lui-même, qui est une des figures françaises qui travaille en profondeur sur cette maladie, il insiste sur la notion de collectif. Et il dit bien qu'au vu de la situation actuelle, ça représente un vrai défi. Et ce défi, si on n'y répond pas, faut pas se plaindre derrière qu'on ne progresse pas et que la vie ne devienne plus qu'une succession de tragédies devant lesquelles on sait plus quoi dire, où tout le monde finit par se résigner, comme si on était une race maudite châtiée pour le simple péché d'être né. Il est urgent qu'on comprenne que la dépression, c'est certes une maladie qui concerne le patient et son médecin, mais c'est aussi un phénomène de société. Et il enchaîne plutôt bien en rappelant que les enjeux individuels sont majeurs, car il s'agit d'une pathologie à morbimortalité élevée, et dont le coût social et professionnel se chiffre en milliards d'euros annuels dans les grands pays industriels. Et quand je lis ça, je suis quand même un peu fier parce que ça veut dire que dans la première vidéo, je vous ai pas raconté que des conneries. Franchement, pour le coup, ça me rassure. Le prochain point, il est important parce qu'il dit que quand on analyse les chiffres de la dépression, on constate une augmentation de la prévalence du trouble dépressif majeur depuis les années 90. On peut donc se poser la question, ok, il s'est passé quoi dans les années 90 pour qu'on ait tout d'un coup un pic de dépression? Et lui, il met en avant trois hypothèses. Premièrement, un meilleur repérage des cliniciens parce qu'ils sont plus sensibilisés et mieux formés. Ça, c'est cool. Deuxièmement, ça peut être des chiffres qui sont biaisés parce que les critères à remplir pour être enfin diagnostiqué dépressif sont devenus un peu moins restrictifs. Ça se discute. Et troisièmement, l'évolution du regard de la société sur les maladies mentales qui est devenu moins péjoratif, qui fait que les malades sont moins réticents à évoquer leurs ressentis affectifs. Et ce dernier point, il m'interpelle parce que comme on le sait, il y a cette frange de personnes qui pensent qu'il y a une fragilisation de la société. Ils trouvent qu'aujourd'hui, tout le monde s'invente un peu ses maladies mentales, alors qu'avant, c'était pas comme ça. Et le but du jeu, c'est pas de dire moi j'ai raison, vous avez tort, chacun ses opinions, c'est pas grave, mais je trouve que c'est quand même important d'être honnête et de reconnaître qu'aujourd'hui on vit entre guillemets mieux qu'avant.
Et parce qu'on vit mieux qu'avant, on a plus l'occasion, l'opportunité de se poser 2 secondes et de se rendre compte qu'émotionnellement, on traverse une mauvaise passe et qu'on a besoin d'en parler, soit à un proche, soit à un professionnel. Donc c'est pas forcément qu'il y a une fragilisation de la société, c'est peut-être juste que ces émotions, elles étaient déjà là avant, mais avant, on n'avait pas le luxe d'avoir le droit de les exprimer verbalement. Alors on les intériorisait, on les refoulait, et quand ça devenait trop dur, on se défoulait sur sa femme, sur ses gosses, on sombrait dans l'alcool, la drogue, les comportements autodestructeurs et la haine de soi. J'exagère énormément, mais bon, je pense qu'on s'est compris. On poursuit et on lit que le professeur Peretti affirme que l'étude des comorbidités psychiatriques fournit de précieuses informations sur les mécanismes éthiopathogéniques impliqués dans le déterminisme de la dépression. Et vous voyez, c'est typiquement le genre de moment où vous êtes bien chanceux d'avoir votre humble serviteur qui se dévoue pour vous vulgariser ce charabia. Ce que le professeur dit, c'est qu'il y a une stratégie hyper intéressante qui permet de mieux comprendre les maladies au point de pouvoir presque anticiper leur apparition et leur évolution. Cette stratégie, elle va consister à s'intéresser de près aux comorbidités, c'est-à-dire les autres maladies ou différents troubles médicaux qui surviennent étrangement de façon presque systématique aux côtés de la maladie qu'on étudie. Par exemple, parmi les troubles comorbides les plus fréquents chez la dépression, on retrouve les troubles anxieux et la dépendance à l'alcool. Et dans la famille des troubles anxieux, celui qu'on retrouve le plus, c'est le trouble anxieux généralisé. Il y a aussi tout un passage hyper intéressant où il parle des troubles de la personnalité, mais on a un bouquin tout entier à résumer. Si je m'arrête à tous les passages cool, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais je vais quand même mettre l'accent sur la conclusion de cette partie où il dit que l'impact de la dépression majeure appelle une optimisation des stratégies sanitaires de repérage et de prise en charge thérapeutique. J'insiste là-dessus et j'espère vraiment que ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. La partie suivante, elle traite de la composante génétique de la dépression et il dit que comme l'ensemble des pathologies psychiatriques, la dépression est une maladie d'origine multifactorielle, c'est-à-dire générée par la conjonction de facteurs environnementaux, de facteurs biologiques individuels et de facteurs de vulnérabilité génétique. C'est une maladie dont le modèle génétique est complexe, non mendélien, impliquant probablement plusieurs gènes d'intérêt, eux-mêmes en interaction entre eux et avec des facteurs environnementaux. Cette composante génétique étant confirmée, les techniques restent peu adaptées et génèrent souvent des résultats contradictoires. De nouvelles technologies permettent un criblage du génome plus large et ouvrent de nouvelles perspectives en termes d'identification de gènes candidats. Alors, quand on dissèque un peu tout ça, on voit que dans la première partie, ce dont il parle, ça ressemble vachement au modèle biopsychosocial et diathèse stress. Ceux qui ont vu la première vidéo, normalement, ça on connaît, me faites pas mentir. Et dans la suite, il dit que même si on sait qu'il y a bien une implication génétique dans la dépression, cette implication, elle est tellement complexe que les techniques et les approches qu'on a aujourd'hui, elles permettent pas d'identifier le ou les gènes responsables. Mais les généticiens, ils n'ont pas dit leur dernier mot et ils sont partis pour nous pondre une nouvelle méthode qui va tirer profit des progrès qu'on fait régulièrement en génétique. Par exemple, plus loin dans la conclusion, il va mentionner le projet Génome humain. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à l'heure où on parle, il y a des scientifiques qui essayent de décrypter l'intégralité du code génétique de l'être humain. Et je ne suis pas sûr, mais je crois que le projet est porté par des Français. Et il va parler de nouvelles techniques d'hybridation moléculaire sur support solide, les puces ADN. Et avec tout ça, et ces talents de recherche scientifique, on va peut-être être enfin en mesure d'expliquer par A plus B toute la dimension génétique de la dépression et des autres désagréments psychiatriques. Et ça, c'est hyper cool. La morale de l'histoire, c'est que nous, à notre échelle, on doit encourager la recherche, on doit leur envoyer de la force et du soutien par tous les moyens possibles. Moi, je sais que j'ai des grosses tendances à être utopiste, mais je rêve vraiment d'un monde où les chercheurs ils sont reconnus pour leurs valeurs et où ils reçoivent un soutien qui est juste logique et justifié. Parce qu'un mec qui lâche un retourné acrobatique dans la surface de réparation, je l'avoue moi-même, c'est absolument stylé. Mais un mec qui se lève le matin et qui va décortiquer des chromosomes pour aller chercher le polymorphisme d'un gène qui sera exprimé uniquement sous un stimulant particulier et qui va coder pour un caractère qu'on va incriminer comme étant éventuellement responsable d'une maladie qui bousille la vie de millions de gens dans le monde, c'est juste insane. Et effectivement, là ce que je viens de dire, c'est très flou. Demandez-le si vous voulez qu'on insiste un peu plus sur cette partie. Parce que vraiment, quand on commence à conscientiser que c'est des choses qui existent, qui sont faisables, mais c'est juste la charge de travail qui est titanesque, ben on réalise que les mecs qui font ça pour des salaires dérisoires, pour le respect de leurs collègues, et Inch'Allah peut-être un jour le prix Nobel, ben c'est des gros ouf. Dans le prochain chapitre, le professeur va aborder l'aspect clinique de la dépression de l'adulte. Et il va rappeler quelque chose d'extrêmement important en disant que généralement, l'entourage et le patient lui-même perçoivent le caractère inhabituel et disproportionné des réactions émotionnelles. Cette timide douloureuse s'accompagne généralement d'épisodes de pleurs fréquents et non maîtrisables. On retrouve également un sentiment de lassitude, d'émoussement, voire d'indifférence affective, une diminution, un désintérêt ou une absence de plaisir pour les activités habituelles. Donc, là, il y a plusieurs choses à dire. Premièrement, il y a un terme qui a peut-être déstabilisé certains parmi vous, c'est le mot Timmy. Et vu que comme moi vous êtes complètement con, je sais très bien à quoi vous avez pensé. Pour vous, Timmy, c'est...
Vous êtes vraiment des gros abrutis, mais bon, plus sérieusement, la thymie, ça désigne l'humeur, les émotions. Par exemple, un médicament qu'on appelle un thymorégulateur, c'est un médicament qui va venir réguler les émotions pour empêcher justement les sautes d'humeur. Et c'est très particulier. Les gens qui suivent ce traitement décrivent parfois une sensation de constipation émotionnelle. Ils savent qu'ils ressentent quelque chose, mais toutes les réactions chimiques liées à cette émotion sont inhibées. Et ça peut être un sentiment assez désagréable. Et c'est super marrant qu'on parle d'inhibition émotionnelle, parce que la suite de la citation, c'est vraiment là où il y a un truc à comprendre, parce que vous voyez bien qu'on parle de sentiment de lassitude, d'émoussement, voire d'indifférence affective. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de la dépression. C'est cool, c'est génial, mais c'est encore trop résumé comme étant en gros une maladie qui rend triste. Et en étant aussi réducteur, on passe complètement à côté du fait que c'est avant tout une maladie qui détruit la capacité à ressentir des émotions normales. Je rencontre de nouvelles personnes, on fait des activités, je passe un bon moment. Ces bons moments, ça devient des souvenirs positifs. Et la somme de tout ça, ça fait que je suis heureux et reconnaissant d'être juste vivant. Ça, c'est un schéma de vie normal. Et avec la dépression, ce schéma, il est profondément remis en question. Comprenez bien qu'une personne atteinte de dépression, elle peut conscientiser intellectuellement que la personne en face d'elle, elle lui suscite un certain affect. Elle va même se dire, je crois que j'aime beaucoup cette personne, mais d'un point de vue émotionnel, elle ne ressent rien. Des fois, la maladie, elle est installée depuis tellement d'années que la personne, elle a du mal à réaliser que ça fait 10 piges qu'elle n'a pas ressenti une véritable émotion authentique. Après, attention, il y a différents niveaux de dépression, il y a différents types de dépression. Ça, on l'a déjà dit. Mais en tout cas, c'est quand même un point qu'il faut comprendre et garder en tête tout au long du processus thérapeutique, autant pour le malade, le soignant, la famille, le conjoint, etc. etc. Toujours dans la description de l'aspect clinique de la dépression à l'âge adulte, l'auteur va aborder les symptômes comme le ralentissement psychomoteur, le ralentissement moteur et le ralentissement cognitif. Il va décrire le ralentissement psychomoteur comme étant la nécessité de fournir un effort plus important pour effectuer des actions habituelles, et ça c'est vraiment un des aspects les plus vicieux de cette foutue maladie. Est-ce que tu te comportes comme tu te comportes parce que tu es un flemmard, un bon à rien, un incapable qui est tellement nul qu'on ne peut pas compter sur lui même pour des tâches complètement dérisoires? Ou est-ce que tu as une maladie invisible qui est en train de ronger petit à petit ton cerveau au point que tu n'es plus qu'une parodie d'être humain? Ça, c'est la question à 1 million de roupies. Dans le ralentissement moteur, on va retrouver un phénomène de perte de force, d'énergie, les mouvements sont plus lents et entraînent rapidement un sentiment d'épuisement. C'est dans ce symptôme qu'on va retrouver la clinophilie. On en a déjà parlé et dans les cas les plus extrêmes, on atteint une catatonie totale. Une des représentations de dépression catatonique les plus connues dans l'imagerie populaire, c'est la dépression de Bella Swan dans Twilight. Et on pourrait penser que c'est un film de Nunuche, c'est un film de Godiche, donc ça doit exister, mais dans la scène c'est quand même bien exagéré. Sauf qu'en fait, non. Dans la réalité, il y a vraiment des gens comme ça, il y a même pire, c'est pas courant, Dieu merci, mais ça existe. Tu peux croire que c'est peut-être leur traitement qui les met dans un état second, mais non. Au contraire, ces gens-là, on leur prescrit des stimulants et il se passe rien. Le second cas le plus connu, c'est dans One Piece, mais j'en parlerai pas parce que c'est abominablement triste. Donc, on enchaîne avec les ralentissements cognitifs dans lesquels on retrouve le fait de penser littéralement au ralenti, les troubles de l'attention, de la concentration et de la mémoire. On parle d'arriver à un tel niveau de confusion que tu n'es même plus capable d'avoir un fil de pensée qui se suit de manière logique. Tu oublies tout, t'es tête en l'air, tu n'arrives plus à prendre la moindre décision bénéfique pour toi, et peu importe les efforts que tu déploies, tu as l'impression d'être perdu seul dans un immense brouillard. Le prochain sujet qu'on va aborder, c'est les signes somatiques. La somatisation, pour expliquer ça simplement, c'est les manifestations physiques d'une maladie qui à la base est censée être juste psychique. L'auteur nous énumère l'asthénie, les troubles de l'humeur, les troubles du sommeil, les troubles de la libido, les troubles digestifs, les douleurs diverses et les troubles cardiovasculaires. Dans la partie suivante, il enchaîne en listant et en décrivant les différentes formes de dépression. Et il y en a qui sont vraiment intéressantes, mais je ne peux pas trop m'étaler là-dessus pour une raison qui est assez marrante. C'est que les maladies mentales, elles sont listées, décrites et classées dans des sortes de registres sur lesquels les professionnels se basent tous pour qu'ils puissent tous se référer à la même chose. Le plus connu, c'est le DSM. Et de temps en temps, on publie une nouvelle édition pour mettre à jour ce que désormais on sait. Et au moment où l'auteur y rédige le bouquin, on est au DSM 4. Et c'est cool, à ce moment-là, c'est vraiment la pointe de ce qui se sait et de ce qui se fait en psychologie. Est-ce que vous savez ce qui sort 1 mois après le bouquin qu'on est en train de lire? Le DSM-5, je pense que vous l'avez deviné. C'est le prank de l'année, c'est vraiment du foutage de gueule. Donc, je vous mets le nom des variants à l'image. S'il y en a dont le nom vous donne envie, creusez le truc, faites-vous plaisir. Mais moi, je ne peux pas développer car je ne suis pas sûr que ce qui est écrit dans le bouquin est à jour. Dans le chapitre suivant, l'auteur va vraiment mettre l'accent sur les mécanismes qui articulent la maladie pour s'en prendre aux capacités cognitives des patients. Et c'est pas la partie la plus facile à vulgariser parce que déjà définir ce que c'est que la cognition, c'est vraiment pas une partie de plaisir, mais je voulais quand même vous lire ceci. Les patients déprimés manifestent un biais sélectif, dit biais affectif, qui est caractérisé par le fait de traiter préférentiellement les données perceptives et mnésiques négatives, telles que les souvenirs autobiographiques d'expériences décevantes ou d'échecs antérieurs. Leur mémoire décolore les événements vécus en effaçant les détails et le relief des souvenirs, ce qui va conférer à la mémoire un caractère de généralisation. Donc, si on s'est bien compris,
Vous avez probablement vécu des trucs pas ouf dans votre passé. Ça, c'est hyper important de ne pas le nier et de ne laisser personne le nier. Le fait que cette souffrance elle soit reconnue, c'est un des éléments nécessaires pour que la résilience fasse son travail. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Jacques Lecomte, pareil, un psychologue que j'affectionne beaucoup. Mais attention, comme on l'a dit, la dépression, c'est vraiment une maladie très vicieuse. Et dans ce cas précis, elle va intervenir dans la façon que votre cerveau a de traiter ses souvenirs. Elle peut les biaiser, elle peut les exagérer, elle peut te donner l'impression que ça a toujours été comme ça. Elle peut prendre un souvenir et inventer de toutes pièces un lien avec un autre souvenir, et tu te retrouves à inconsciemment tirer des conclusions que tu n'aurais jamais tirées en temps normal. Et en écrivant ça, je me rends compte que c'est un lien avec les travaux de Beck. Je vous ai promis une vidéo sur lui et je vais essayer de tenir parole, Inch'Allah. On enchaîne avec un chapitre qui parle du lien entre la dépression et la personnalité. Et là, pareil, on va essayer de ne pas trop s'éterniser. Il y a vraiment un passage dont je voulais vous parler parce que l'auteur met en avant plusieurs hypothèses et l'une d'entre elles, elle dit que la dépression modifie la personnalité. Et pour que vous compreniez bien toute la folie de cette hypothèse, il faut bien saisir qu'en psychologie, le mot personnalité, il a un sens très précis. Pour résumer avec des mots simples, la personnalité, c'est la tendance que vous allez adopter dans votre comportement, et ces tendances, elles sont dictées par la compréhension inconsciente que vous avez du monde qui vous entoure. Donc oui, formulé comme ça fait vachement sens, parce qu'on a vu que la dépression changeait la perception qu'on avait du monde. Et si notre perception est biaisée, alors notre tendance à avoir certains types de comportements est biaisée. Donc ça modifie notre personnalité. Et si ça me tient autant à cœur de parler de ça, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a un truc qui est très à la mode, c'est le fameux MBTI. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est un test développé par des gens très sérieux qui prétendent être capables de déterminer quel est votre type de personnalité. Et ce qui me titille, c'est qu'il y a des gens qui jurent vraiment que par ça, au point où ça a commencé un peu à ressembler à de l'horoscope. Et j'ai l'impression qu'ils sont passés complètement à côté du fait que le MBTI, c'est un outil. Et un outil, aussi génial soit-il, il y a des contextes où il est hyper adapté, hyper efficace, et il y en a d'autres où il rencontre des limites, ce qui est normal. Donc, sans être sceptique à l'extrême, c'est important de garder quand même un certain recul. Et les aficionados du MBTI, il y a une question où j'aimerais vraiment avoir votre avis pour le coup. Dans le cas d'une personne qui est atteinte d'un épisode dépressif majeur qui change drastiquement sa personnalité, est-ce que selon vous, quand il va guérir, il va récupérer sa personnalité d'avant? Est-ce qu'il va garder sa nouvelle personnalité avec juste les symptômes de la maladie en moins? Ou est-ce qu'il va carrément débloquer une toute nouvelle personnalité? Vous sortez une feuille double, vous avez 4 heures. Dans le prochain chapitre, on va parler d'un sujet assez sensible. J'ai d'abord pensé à mettre un trigger warning, je vais être complètement honnête avec vous. Puis je me suis dit que c'était pas la peine parce que sur cette chaîne, il y a des bonhommes, des fous furieux. J'ai une communauté composée que de tueurs à gages, ici, femmes, hommes, enfants. Tout le monde pousse 100 kilos au développé couché minimum. Donc un trigger warning, vous êtes d'accord avec moi, ça serait carrément superflu. Dans le prochain chapitre, on va parler du suicide. Et le professeur dit quelque chose de véritablement fascinant. Selon lui, si le suicide n'est pas d'apparition récente, il faut cependant attendre la fin du 19e siècle pour que les médecins s'y intéressent. Et plus tard, la fin du XXe siècle, pour que les autorités sanitaires prennent réellement conscience de l'ampleur du phénomène sociétal. C'est l'augmentation de la mortalité par suicide au cours des années 1970-1985 dans de nombreux pays occidentaux et l'inquiétude suscitée par la surmortalité qu'elle engendre chez les sujets jeunes qui ont permis le lancement de campagnes de prévention et d'études du suicide. Donc là, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Mais le truc qui attire mon attention, c'est le début du deuxième paragraphe. Là, je fais une annonce. Il y a des gens qui sont calés en sciences sociales et qui ont une hypothèse de ce qui s'est passé dans les années 70 pour qu'il y ait un pic de suicide. S'il vous plaît, contactez-moi au plus vite. On en discute à la table du restaurant de votre choix. Il poursuit en disant que le suicide est aujourd'hui une des 3 premières causes de décès chez les 15-44 ans à travers le monde et est responsable de près d'1 million de morts chaque année, tout âge confondu. Et là, il faut vraiment qu'on prenne le temps de conscientiser ce chiffre. 1 million par an. Je ne sais pas si vous imaginez la dinguerie. Notre société, elle a vraiment la capacité d'avoir une sensibilité à géométrie variable. Je suis persuadé que si c'était quelque chose d'autre qui tuait 1 million de personnes par an, là, tout de suite, ça serait un scandale international. Mais je ne sais pas, peut-être que le suicide, c'est tabou. Peut-être qu'il y a un manque de prise de conscience. Peut-être qu'il y a du je m'en foutisme. Peut-être qu'il y a une énorme incompréhension de ce que c'est que réellement le suicide. Aujourd'hui, on entend parfois, oh, quand même, pour se suicider, il faut beaucoup de courage. Et juste, non. Parce que dire ça, c'est croire que le suicide, c'est un choix conscient, réfléchi, qui a été fait en toute possession de ses capacités intellectuelles. Mais ce que les personnes qui pensent ça échouent à comprendre, c'est que tout ce qu'il y a de vivant sur Terre, et surtout le corps humain, est doté d'un nombre incalculable d'outils qui sont là dans le seul but de maintenir en vie l'organisme, quoi qu'il arrive, peu importe les circonstances. Le vivant, il est capable de faire appel à des solutions extrêmes juste pour rester vivant, ne serait-ce qu'un instant de plus. Un organisme qui s'autodétruit, c'est tellement antinomique, c'est tellement contradictoire qu'on ne peut pas dire que c'est un choix. C'est une dysfonction profonde de tous ces outils de survie qui sont le fruit de millions d'années d'évolution. Donc se mettre dans la posture où on dit que c'est un choix et qu'en plus il faut le respecter, ça me gêne beaucoup. Même si chacun pense ce qu'il veut, je ne pense pas que ce soit une manière de réfléchir qui va nous aider à solutionner un problème aussi grave. Donc, bilan. Comprendre et soigner la dépression de Charles Siegfried Peretti, pourquoi c'est important de s'y intéresser?
Parce que c'est un bouquin qui permet d'avoir accès à des connaissances de niveau académique sur un sujet qui est important. Une fois qu'on a fait la démarche de chercher à mieux comprendre quelque chose avec des articles Wikipédia, des vidéos YouTube, des bouquins à la FNAC, c'est important de chercher à avoir accès à des connaissances un peu plus poussées et rigoureuses. C'est pas les bouquins les plus faciles à lire. Il y a certains pachas qui seront juste du charabia incompréhensible. Mais une fois qu'on s'est fait violence, on commence petit à petit à comprendre la démarche, la réflexion, la méthodologie de gens très brillants. Et ça nous offre un regard, une posture qui est forte, qui est riche et qui se sent capable à sa petite échelle d'affronter toutes ces choses qui nous gâchent la vie et qui gâchent la vie des gens qu'on aime. Je vous prétends pas que du haut d'un bouquin, vous allez radicalement changer le monde. Mais par contre, ce dont je suis sûr et certain, c'est qu'avec tous les trucs que vous aurez appris, un jour, vous allez rencontrer un gars qui traverse une très très mauvaise passe. Ce gars-là, il se sentira incompris et écouté par personne. Mais peut-être que vous, avec le bagage que vous aurez acquis, vous serez capable de lui faire se sentir qu'il est compris et écouté.